Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Je me suis démené mais finalement le préfet a annulé l'intervention d'aujourd'hui puisqu'on devait parler du port du masque et des mesures qui seront prises par rapport au Covid-19 notamment pour la rentrée scolaire. Mais à défaut de toute façon je recevrai Éric Coriolan de Sentinelle Guadeloupe qui a lâché une pétition sur internet contre le port du masque en extérieur. Et nous aurons également Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU qui nous en dira un peu plus justement sur cette rentrée et comment limiter la casse, si c'est possible en tout cas. À 20h, vous retrouverez Yves Bliss-Boissé. Pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le mardi 25 août 2020 et on débute cette édition avec cet appel à témoins dans le cadre d'un accident de la route qui s'est produit le mardi 11 août aux alentours de 21h sur la Riviera au Gosier. Un choc mortel entre un automobiliste et un motard qui décédera des suites de ses blessures. Si vous avez un élément ou des éléments pouvant aider la police dans son enquête, eh bien contactez les numéros qui sont affichés à l'écran. Et à une semaine à peine de la rentrée scolaire, les inquiétudes sont grandes chez les syndicats enseignants. Ces derniers dénoncent le manque d'informations et soulignent de nombreuses zones d'ombre quant à l'organisation de cette année scolaire. Parmi elles, le niveau des dotations en masques et en gel, l'accès à l'eau potable dans les écoles ou encore la diminution des effectifs par classe. C'est sans compter le manque de personnel en temps normal qui se fera plus sentir pendant cette période de Covid. On fait le point avec Eddy Ségur de la FSU. Ne s'annonce pas florissante. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la situation sanitaire des établissements. Nous ne savons pas si nous aurons notamment des dotations en masques, en gel en nombre suffisant. Nous ne savons pas également quels sont les établissements qui seront en capacité de pouvoir accueillir les élèves de façon régulière, avec notamment l'accès à l'eau potable tous les jours. Et donc à la FSU, nous sommes extrêmement inquiets. Nous avions demandé depuis le mois d'avril à l'ensemble des décideurs des réunions pour pouvoir justement préparer cette rentrée et surtout faire de telle façon qu'elle ne soit pas hachée avec des fermetures ponctuelles dues à des clusters. Et à ce jour, notre demande n'a pas reçu de réponse favorable. Les collègues sont extrêmement inquiets, les parents sont extrêmement inquiets et puis surtout nous avons un protocole qui ne répond pas à un certain nombre de questions, notamment qu'est-ce qu'on doit faire si jamais il y a un élève qui est atteint du Covid ou s'il y a un enseignant atteint du Covid. Donc aujourd'hui nous sommes dans l'espace, dans le flou le plus total et je crains malheureusement que ça ne va pas permettre la sérénité qui est nécessaire et aux élèves et aux enseignants pour pouvoir justement faire réussir l'ensemble des élèves. Si vous n'avez pas les masques, si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir faire les élèves se laver régulièrement les mains, mais surtout si on ne diminue pas le nombre d'élèves par classe, vous comprenez bien que très rapidement nous serons dans une situation assez dramatique. C'est pour ça que la FSU demande à Madame la rectrice que l'ensemble des personnes qui ont passé les concours et qui sont actuellement sur les listes complémentaires soient recrutées en surnombre, comme ça se fait en Espagne, comme ça se fait en Italie, pour que justement on puisse diminuer la pression dans les salles de classe, faire de telle façon qu'on arrive bon an mal an à justement garantir cette distanciation physique et faire que justement on ne se retrouve pas avec un regain de cas de Covid dans les classes. Aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie sur les conditions dans lesquelles nous allons travailler et je reste persuadé que très rapidement, malheureusement, on va se retrouver avec soit des classes, soit des écoles entières qui fermeront et nous aurons sûrement une année scolaire très hachée, ce qui n'est pas très bon vu ce que nous avons connu les 3 derniers mois. Donc oui, nous n'avons pas malheureusement de la part de nos décideurs des positions très fermes et
des motifs de satisfaction pour la rentrée prochaine. C'est pour ça que nous, à la FSU, nous souhaitons qu'il y ait un CTA, le comité technique académique, pour qu'on puisse voir effectivement quels sont les moyens humains dont nous disposons, quelles sont les réalités des établissements qui vont accueillir les élèves. Et puis nous souhaitons aussi qu'il y ait un CHSCT, un comité d'hygiène et de sécurité et conditions de travail qui se mette en place pour qu'on puisse au moins mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont rassurer et les parents et les enseignants et nous permettre de nous projeter dans cette rentrée avec beaucoup moins d'angoisse et d'anxiété. Je ne pense pas que nous aurons à la boycotter. Je pense qu'il faut y aller. Il faut voir effectivement là où ça se passe bien, tant mieux. Là où ça se passe mal, qu'on fasse justement les efforts et les pressions nécessaires pour que soit les collectivités territoriales, soit notre administration de tutelle puisse répondre favorablement à nos exigences. Et puis après, nous verrons bien. Moi, je reste persuadé que ça sera plus les parents d'élèves qui seront peut-être à même de réagir si effectivement ils voient que leurs enfants sont mal accueillis dans les écoles et surtout n'ont pas de garantie en matière sanitaire. Des professeurs inquiets, tout comme bon nombre de parents d'élèves. Et Stanley Manicor et Maxime Morel sont d'ailleurs partis à votre rencontre pour prendre un peu la température sur cette rentrée scolaire. Regardez. La rentrée scolaire est dans une semaine. Vous, en tant que parent, avec la crise sanitaire, vous vous sentez comment aujourd'hui? Alors, je ne suis pas spécialement inquiète. Très inquiète pour mes enfants. Parce qu'avec le Covid, je ne sais pas comment ça va se passer. Je me demande comment ça va se passer dans les écoles. Inquiète, non, parce que je me dis que de toute façon, il va falloir y aller à un moment ou l'autre. Eh bien, je suis inquiète comme tous les autres. Je ne comprends pas du tout. En mai-juin, on proclamait la distanciation sociale absolue. Et maintenant, on leur dit qu'avec un masque, ça suffira. Donc, je ne comprends pas. Moi, j'avoue que je ne comprends pas, surtout pour des enfants, des adolescents. Est-ce que la rentrée va vraiment se faire? Je me demande. Il y a des mesures qui sont en place. Après, c'est le respect des mesures, tant à l'école que tout à chacun. On a transmis le protocole de distanciation à l'école. Ben, il n'y aura pas de distanciation, hein. Je pense pas. Je ne pense pas que ce soit respecté de un, mais de deux, bon, j'essaie de leur parler quand même et de leur dire qu'il faut respecter les gestes et en classe, ne pas se prêter les stylos. Ben oui, les tout petits, de toute façon, les tout petits, on ne pourra pas leur dire de jouer seulement avec un seul camarade ou avec un petit groupe de camarades. Donc ça, c'est compliqué. Avec les petits, je ne pense pas. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ce sera compliqué. Et surtout, moi, je pense surtout aux classes. Aux classes, comment est-ce qu'on va faire pour garder une vingtaine, une trentaine? Ça va être compliqué, hein, mais je pense que c'est une nouvelle façon de vivre. Hein, donc il va falloir qu'on y arrive. À la récréation, de ne pas trop s'approcher, d'essayer de respecter. Ce ne sera pas facile, mais bon. On va prendre les précautions qu'il faut, on va porter le masque, voilà, on va assister sur les mesures d'hygiène. Je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Les professeurs aussi ont l'air d'y mettre beaucoup de volonté, puisque c'est assez difficile pour eux, j'imagine. C'est pas non plus une psychose de tous les instants, c'est des gestes, hein, mais qu'on finit par prendre. Bon voilà, moi j'ai quand même bon espoir que les choses s'améliorent avec le temps et qu'on puisse revenir à une situation plus calme et plus sereine pour tout le monde. C'est pas une vie normale qu'on vit aujourd'hui, c'est assez compliqué. Oui, on vit avec. Ah oui, mais de toute manière, je pense qu'on n'aura pas le choix, il faudra vivre avec. Oui, pour l'instant, il faut qu'on fasse avec. Pas vivre avec, mais faire avec. Parce qu'il y a une véritable inquiétude, d'autant plus que vous avez entendu, il y a le plan blanc, donc les choses sont en train de se corser, si je puis dire. Donc l'avenir n'est pas tout rose pour nous. Si on peut considérer que cette année est une année exceptionnelle, j'espère que l'année prochaine sera meilleure que l'année dernière. Je pense qu'il ne faut pas attendre sur l'État, c'est à nous parents de prendre les dispositions et de faire en sorte de s'organiser pour nos enfants. Et on enchaîne avec un petit point Covid-19, puisque sur 27 868 tests PCR réalisés, eh bien 935 cas de Covid ont été confirmés, dont 164 ces 4 derniers jours. 9 patients Covid sont hospitalisés au service de réanimation du CHU, 5 de Guadeloupe continentale et 4 transférés de Saint-Martin.
4 patients ont plus de 60 ans, 3 moins de 40 ans et visiblement 2 manquent à l'appel si le compte est bien de 9 au total. En tout cas, l'établissement de soins est déjà saturé au niveau de ses lits de réanimation, mais le plan blanc devrait permettre d'augmenter la capacité d'accueil dans ces prochains jours. Comment réhabiliter les bâtiments aliture sans trop dépenser et dénaturer l'architecture? Une interrogation à laquelle la préfecture, la ville de Petit-Canal et l'École nationale d'architecture de Nantes tentent de répondre avec une idée assez singulière. À l'aide d'outils de pointe, les spécialistes observent le comportement et la résistance du bâti face au séisme. L'objectif est d'en savoir plus pour optimiser les réhabilitations futures, car si certains de ces bâtiments presque centenaires sont vétustes et voués à la démolition, d'autres sont protégés au titre des monuments historiques, comme le palais du département, le palais de justice de Basse-Terre ou encore l'hôtel de ville de Pointe-Noire. Le reste en images. Une centaine de bâtiments publics ont été construits par aliture dans les années 30, après le cyclone de 1928. L'idée, c'est de profiter des 2-3 bâtiments qui vont être démolis, pour les tester, pour voir ce qu'ils valent en termes de comportement sismique, quelle est leur capacité, faible, moyenne, grande, à résister au séisme. Et une fois qu'on aura caractérisé cette capacité à résister au séisme, ou secousse horizontale, l'idée c'est de faire bénéficier de tous les autres bâtiments d'aliture, ceux qu'on va conserver, ceux qu'on va chercher à conserver et qu'on va chercher à justifier par rapport au risque sismique. C'est une première, oui évidemment. Une fois qu'on nous a fait la proposition, on a donné un avis favorable assez rapidement, parce que je savais pertinemment que de tels essais chez nous seraient bénéfiques à l'ensemble de la Guadeloupe, parce que nous avons des bâtiments à aliture partout en Guadeloupe, et donc cela permet de recueillir des données qui peuvent être très utiles au monde de la construction et aux architectes. L'objectif final, il est bien là, il est de permettre la réduction du risque sismique dans les autres bâtiments d'aliture, sans mettre trop de moyens financiers, sans dénaturer l'architecture, en valorisant au maximum les performances mécaniques naturelles de ces bâtiments. Aujourd'hui, par défaut, dans l'ingénierie courante, on considère qu'un bâtiment d'aliture ne vaut rien d'un point de vue sismique. Comme les matériaux sont inconnus, pour ne pas prendre de risques, on considère qu'ils reprennent zéro charge sismique, et donc si on voulait renforcer un bâtiment comme ça... De la qualité. Léger petit problème technique, merci beaucoup. Et puisqu'on parlait effectivement d'événements naturels, eh bien attendez-vous, comme je le disais, à une dégradation de la qualité de l'air à compter de ce jeudi. Une brume de sable particulièrement vaste et dense est en route dans notre direction. On ne va pas y échapper dans tous les cas, donc faites attention. Et maintenant, un peu de sport avec ce retour sur le Grand Prix hippique du Conseil départemental qui a sacré le cheval de Patrick Pénélope, un Martiniquais très fier de sa réussite. Réunion de course difficile à mettre en place à cause effectivement du coronavirus. Mais nous sommes arrivés avec l'accord du conseil départemental. La présidente elle a été exigeante, mais elle a voulu quand même organiser cette réunion de course. Depuis ce matin, nous avons vu de très belles courses, des animations. Donc nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Nous avons vu aussi une très belle course. Oui, c'était une très belle victoire. D'accord, c'est une victoire martiniquaise avant tout. Mais cette victoire revient à mes enfants qui m'ont accompagné jusqu'ici. C'est grâce à eux et à mes amis. Donc je ne vais pas les oublier, parce que c'est eux qui m'ont donné du courage pour venir ici avec un 2 ans. Très satisfait de cette journée, surtout le public a joué le jeu. Je crois que quand vous regardez, tout le monde a son masque. Nous avons du gel hydroalcoolique un peu partout. Au niveau des tribunes, nous avons fait respecter les gestes barrières. Donc la journée va se terminer. Je crois que c'est un poids que nous allons déposer, mais avec beaucoup de satisfaction. Et je profite encore une fois pour dire merci à Mme Borel-Lincertin qui a joué le jeu pour ce Grand Prix du Conseil départemental. Un reportage signé Michel Terrasse. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée sur Canal 10.
Et à venir dans la grande édition sur Canal 10, eh bien le focus. Je vous l'avais annoncé depuis hier, effectivement, nous devions recevoir le nouveau préfet de région Guadeloupe, à savoir Monsieur Rochat, qui avait validé le rendez-vous. Mais je vous expliquerai ça en début de focus. On a essayé de faire un petit changement de format qui n'a visiblement pas plu. Donc je recevrai Éric Coriolan de Sentinelle Guadeloupe et Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU. On parlera justement du port du masque et des mesures qui sont mises en place en ce moment. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Nadine Medina, bonsoir à Mamie Lélène Plumin, bonsoir à Fabulous Fab, bonsoir à Patrick Francis, bonsoir à El Canario Valentino Cardona, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Isabelle Le Guerne, bonsoir à Jimmy. Jimmy d'ailleurs qui a fait une petite plaisanterie puisque... je ne sais pas si vous avez entendu, mais Anaëlle Guimby, justement, qui a été évincée du concours Miss France, eh bien, Sylvie Tellier a annoncé que finalement, elle pourrait se représenter l'année dernière. Et Jimmy a fait un commentaire particulièrement drôle en disant que finalement, on lui permet de redoubler, mais que le mal était déjà fait. Je dis aussi bonsoir à Franck Abar qui s'occupe et qui est parent d'élèves et qui s'occupe d'une fédération justement de parents d'élèves. On vous attend la semaine prochaine, Monsieur Abar, puisqu'il va falloir parler de la rentrée, puisque ça semble être une opération un petit peu casse. On va éviter, mais en tout cas, ça semble mal barré pour la rentrée scolaire en tout cas. Je dis bonsoir aussi à Val Bleu Bleu, bonsoir à Annie-Louise, bonsoir à Alain Jean, bonsoir à Marcelin Comment, bonsoir à Patrice Antoine, et ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci à vous tous qui nous suivez. On se retrouve juste après la coupure pub et on parlera notamment du port du masque obligatoire, même en extérieur. À tout de suite.